Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'écrire votre premier réseau de neurones avec la librairie Keras. Cette vidéo s'adresse donc à ceux qui ont fait un peu le tour d'OpenCV. On a vu qu'il était possible de détecter des objets par la couleur, par les formes. Il y a pas mal d'algorithmes dans cette librairie qui est très complète. Mais sur des objets plus complexes, il faut passer à autre chose. Et par exemple, les réseaux de neurones sont une bonne solution à la détection d'objets plus complexes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre OpenCV au placard, pas du tout, il faut toujours utiliser l'algorithme le plus efficace pour régler un problème, et la librairie OpenCV est vraiment très rapide, donc c'est elle qu'il faut favoriser en premier lieu. Mais si vous n'avez plus le choix, si l'objet que vous voulez détecter est trop complexe, alors il faut en effet passer à autre chose. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Keras. Et comme je sais que certains peuvent avoir des difficultés avec les mathématiques ou n'aiment pas forcément les mathématiques, et c'est vrai qu'avec les réseaux de neurones, il y a un certain nombre de problèmes techniques, mais techniques qui sont mathématiques en fait à régler. Tout ça n'est pas forcément évident, mais pour des réseaux de neurones simples, on peut s'en passer, et notamment en utilisant la librairie que l'on va voir aujourd'hui, qui est en fait une surcouche. Keras, c'est une surcouche d'un certain nombre de librairies d'apprentissage, dont TensorFlow. Et aujourd'hui, je vais l'utiliser en tant que bibliothèque d'apprentissage, en tant que surcouche de TensorFlow. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas faire de mathématiques, on va vraiment voir le réseau de neurones le plus simple, et on va essayer de détecter des objets. Le réseau que l'on va faire aujourd'hui est un réseau convolutif, on va voir ce que c'est, et c'est un réseau binaire. Ça veut dire qu'il va avoir une sortie, il va avoir en sortie en fait un réel entre 0 et 1. Quand on est sur 1, l'objet est présent, quand on est sur 0, l'objet n'est pas présent. Donc on va dire que c'est un détecteur d'objets. Donc la première étape, c'est voir ce qu'est cette architecture de réseau convolutif, parce que là, on n'a pas le choix, il faudra la décrire dans Keras, mais on va voir que c'est pas très compliqué. Et une fois qu'on aura décrit cette architecture, lui faire apprendre des choses est vraiment très simple. Donc commençons par voir ce qu'est cette architecture. Alors, voilà le réseau. Donc un réseau de neurones, c'est une suite de couches qui vont toutes faire des traitements différents. Donc ici, il y en a quelques-unes. Alors, pas de panique, elles sont, on va voir que c'est plus ou moins toujours la même chose. Il y a un motif qui se répète et on va les détailler une par une. Les calculs se propagent, je dirais, de la gauche vers la droite. Donc ici, on a l'entrée du réseau de neurones. Donc on va lui donner une image et on va lui demander si sur cette image, un objet est présent ou pas. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un détecteur de présence, un détecteur d'objets. Donc l'entrée se fait ici. Moi, je travaillerai ici avec des couches, avec des images qui font 100 pixels sur 100 pixels, mais ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Et ici, il y a un 3, on a 3 couches. Ce sont en fait les 3 couches RGB, rouge, bleu et vert, en entrée de réseau. Et en sortie, ici, on aura un seul neurone, puisque on veut juste un nombre entre 0 et 1. Donc 1, l'objet est présent, 0, l'objet n'est pas présent, et puis on pourra avoir toutes les valeurs au milieu. Si le réseau n'est pas très sûr, il y aura peut-être un 0,5 ou un 0,6 ou un 0,4. Alors, que sont toutes ces couches qui sont ici, toutes ces couches intermédiaires? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des traitements de convolution. Donc c'est un traitement local qui permet juste au réseau de neurones de comprendre l'image. Donc je ne vais pas détailler les calculs, puisque j'ai dit qu'on ne faisait pas de mathématiques ici, mais si vous voulez le détail des calculs, j'ai donné tout ça dans le tutoriel numéro 2. Donc il suffit de regarder le tutoriel numéro 1 et 2 pour avoir le détail des calculs. Mais quelle est l'utilité de toutes ces couches que l'on voit ici? Donc de tous ces traitements de convolution, c'est d'aller regarder localement dans l'image, c'est pour ça qu'ici on voit des petits carrés, c'est aller regarder ici localement les caractéristiques des objets, des caractéristiques de forme, de couleur, de texture, etc. pour pouvoir comprendre l'objet. Donc c'est ça, c'est l'objectif de ces couches, comprendre toutes les caractéristiques locales de l'image pour nous dire au final si un objet est présent ou pas. Il va donc en falloir en mettre un certain nombre, et en général ce que l'on fait, c'est la chose suivante. Donc ici j'ai mis 8, alors on appelle ça
les couches qui sont ici, on appelle ça des couches. Les séries de cartes qui sont ici, on appelle ça des couches. Et les cartes à l'intérieur, on appelle ça des cartes de caractéristiques. Donc là, par exemple, j'ai mis 2 couches à suivre, donc qui sont des traitements de convolution. 2 couches à suivre avec 8 cartes de caractéristiques. On n'est pas obligé d'en mettre 8, on peut en mettre plus. En général, plus on en met et plus l'objet peut être complexe. Là, je vais utiliser, comme d'habitude, le chargeur que j'ai utilisé dans les autres, dans pas mal de tutoriels sur OpenCV. L'objet n'est pas trop complexe, donc je vais rester sur un nombre de cartes de caractéristiques qui est modeste. De plus, je vais faire reconnaître qu'un objet. Donc, il n'est pas utile d'en mettre 50. On en mettra plus par la suite. Mais en entrée de réseau de neurones, je vais déjà mettre 2 couches ici de 8 cartes de caractéristiques. Une fois que l'on a fait ça, ce que l'on va faire, c'est diviser la taille, la surface de la carte de caractéristiques par 2. Enfin, la surface par 4 en divisant la hauteur et la largeur par 2. On va diviser ça par 4 avec une couche qu'on appelle max pool. C'est juste, c'est équivalent en fait avec le redimensionnement d'une image, comme on le fait habituellement sous OpenCV ou peu importe le logiciel. Mais on va réduire la taille de la carte de caractéristiques. Puis, on va remettre à nouveau 2 couches de traitement de convolution. Alors, ce qui est fait habituellement, après réduction, c'est de doubler le nombre de cartes de caractéristiques. Vous voyez qu'ici, je suis passé de 8 à 16. Bien sûr, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Là encore, il n'y a pas d'obligation de doubler. Mais en général, en doublant, on a de très bons résultats. Donc, je vais ici doubler. Et ce que je viens de faire là, 2 traitements de convolution à suivre avec un certain nombre de cartes de convolution, la réduction de ma carte de convolution et ensuite doubler par 2 le nombre de cartes de caractéristiques. Ça, on peut le refaire un certain nombre de fois. Ici, je ne l'ai fait que 2 fois. J'ai réduit 2 fois les cartes de caractéristiques en faisant à chaque fois x2. Ça sera suffisant pour l'objet que j'ai à détecter, mais là encore, il faudra adapter selon la complexité de l'objet. Mais ça, c'est vraiment le schéma classique d'un traitement de convolution. Des cartes à suivre, je réduis, je double le nombre de cartes et on recommence ça un certain nombre de fois. Alors, avant de finir sur un seul neurone, en sortie, on met avant ici une couche qu'on appelle dense, qui est d'un type différent de ce qu'on a vu jusque-là. Ce n'est pas un traitement de convolution. Ici, tous les neurones de cette couche sont reliés à tous les neurones de la couche précédente. Alors qu'ici, on a dit qu'on allait seulement regarder localement l'image. Ici, on va connecter tous les neurones de cette couche à la couche qui est juste avant. Donc, les réseaux convolutifs, quasiment tous, se terminent par une couche dense ici, avec plus ou moins de neurones. Moi, j'en mettrai 128 ou 256. Les deux marchent bien. Je crois que j'ai mis 256 dans l'exemple que je vais donner aujourd'hui. Et enfin, une dernière couche, forcément, avec un seul neurone. Donc voilà quel est le réseau convolutif classique. Donc sachant qu'il faudra adapter les cartes de caractéristiques et le nombre de couches de convolution selon les problèmes. Alors, comment implémenter tout ça dans Keras? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Keras, c'est une surcouche de TensorFlow, donc quelque chose qui est là pour nous faciliter la vie. Et ça tombe bien, on va faire appel à des couches Keras qui ont implémenté tous les calculs qui vont être nécessaires à ce que l'on veut faire. Pour installer cette librairie, c'est pas compliqué, il suffit d'installer TensorFlow, puisque là je vais l'utiliser en tant que surcouche de TensorFlow. Donc pas besoin de faire un pip install Keras, il faut faire pip install, donc si vous faites du Python, hein, pip install TensorFlow, ou si vous avez la chance d'avoir une GPU, pip install TensorFlow-GPU, et Keras est déjà intégré à la librairie TensorFlow. Bien, on va faire une fonction qui va décrire donc l'architecture que l'on vient de voir. Alors on va commencer par l'appel d'une première fonction, la fonction input. Cette fonction, tout simplement, va nous permettre de définir quelle est la géométrie en entrée de réseau de neurones. Donc là, la géométrie, je vais la préciser ici, comme ça vous pourrez essayer différentes tailles. Moi, je mettrai 100 tout à l'heure, mais vous pourrez essayer d'autres valeurs. Donc voilà quelle est la géométrie de la couche d'entrée, 100 sur 100.
Donc ça c'est la taille des images avec donc les 3 couches de couleurs. Et on va préciser le type. On va lui donner des réels qui seront des flottants sur 32 bits. Puis on va pouvoir indiquer nos traitements de convolution. Donc la couche c'est conv2d. Donc conv2d c'est ceci. C'est une couche donc avec les fameux traitements de convolution. Elle ne s'appelle pas conv pour rien. Donc conv2d, on va en mettre un certain nombre. Je vais préciser après quels sont les paramètres qui sont donnés. Donc ici, on voit que j'en mets 2 à suivre. Exactement ce que j'ai fait là. J'en ai mis 2 à suivre. Puis on va diviser la taille de la carte de caractéristiques. C'est ce qu'on a dit. Donc ça, on va le faire avec la fonction maxpool qui est ici. Je viendrai tout à l'heure sur cette fonction. On va le faire avec la couche maxpool. Donc 2 traitements de convolution. Je mets une couche maxpool, donc je divise. Je vais mettre ensuite 4 couches de 4 traitements de convolution. Puis à nouveau une couche maxpool. Je vais ensuite en mettre 8. À nouveau une couche maxpool, donc ça c'est ce que j'ai dit. Une fois qu'on a fait ça, on est presque à la fin du réseau. Voilà, je suis perdu dans mes fenêtres. Je suis presque à la fin du réseau. Il va falloir, entre guillemets, aplatir les cartes de caractéristiques ici pour mettre cette couche. Donc ça se fait avec la fonction suivante, flatten, qui va nous aplatir nos cartes. Et on va pouvoir mettre ici une couche dense. Alors oui, tout à l'heure j'avais dit 128, j'ai mis en fait 1024 neurones. J'ai de bons résultats avec ça. Donc là on met une couche dense de 1024 neurones et enfin une sortie avec un seul neurone. Donc voilà pour la description de l'architecture. Regardons maintenant quelques paramètres. Il y a 2-3 petites choses à voir. Alors, on a dit que sur les traitements de convolution, il fallait préciser le nombre de cartes de caractéristiques, puisqu'on va les doubler à chaque fois. Le nombre est ici. Donc là, je le donne en paramètre de réseau de neurones. Je vais faire ce que j'ai mis sur mon schéma. J'ai dit que je commençais avec 8. Donc j'en mettrai 8 ici quand je ferai appel à ma fonction. Donc là, on en a 8 ici, 8 ici. Et vous voyez que ici, après avoir fait le maxpool, je double le nombre de cartes. Donc c'est ce que j'ai dit. Ici, j'ai doublé, je suis passé à 16, puis à 32. Donc c'est ce qu'on va faire là, x2, x2, x2. Et ici, on va faire x4. Voilà pour le premier paramètre. Si vous voulez le détail, il faudra regarder les vidéos 1 et 2, les tutoriels 1 et 2. Sinon, il faudra me faire confiance. Sachez que les paramètres qui sont ici sont les paramètres qui sont parmi les plus efficaces pour ce genre de réseau. Donc ça, c'est la taille du noyau de convolution. Vous regarderez ce que c'est. Ici, on a une fonction d'activation. Alors, on peut en mettre pas mal. Celle-là est celle qui marche le mieux. Si vous voulez en tester d'autres, ici, j'en ai mis quelques-unes en commentaire. La fonction sigmoïde marche pas trop mal aussi, la fonction tangente hyperbolique, mais en général, on a de meilleurs résultats avec celle-là. Donc, on va laisser cette fonction. Et ça aussi, c'est un détail technique. Il faudra me faire confiance ici, comme on ne fait pas de mathématiques. Voilà, avec ces paramètres, vous aurez de très très bons résultats. Et ce sont les paramètres que j'ai mis sur chacune des couches de convolution. Pour ce qui est de la couche maxpool, on ne va rien spécifier. Les paramètres par défaut sont très bien. Autre couche qu'il va falloir mettre, et là il va falloir me faire confiance aussi, c'est une couche qui permet de résoudre des problèmes mathématiques sur des réseaux qui sont dits profonds, c'est-à-dire des réseaux où il y a beaucoup de couches à suivre, pas beaucoup de cartes de caractéristiques, beaucoup de couches à suivre, beaucoup de traitements à suivre. C'est la couche de normalisation ici. Il faudra en mettre régulièrement. Alors ici j'en ai mis en gros toutes les 2 couches. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez aussi comme ça en mettre toutes les couches. C'est pas utile d'en mettre à chaque fois, mais il faut en mettre de temps en temps, sinon le réseau donnera toujours la même réponse. Donc voilà, cette couche ici sert à régler des problèmes mathématiques sur des réseaux profonds. Enfin, dernier petit détail sur la couche de sortie. Donc ici, j'ai dit que je mettais des couches d'activation relues. Elle est très efficace, mais sur la couche de sortie, comme on veut une valeur entre 0 et 1, il faut impérativement mettre cette fonction
qui nous donne donc cette valeur. Donc il faudra sortir impérativement, ici par contre on n'a pas le choix, il faudra finir avec une fonction d'activation qui est la fonction sigmoid. Une fois qu'on a décrit toutes nos couches, on n'a plus qu'à faire appel à cette fonction en lui disant l'input c'est l'entrée, donc c'est ce qu'on a défini ici, où on a précisé donc la géométrie d'entrée et le type flottant, et lui préciser la dernière couche de sortie qui est ici, donc avec une fonction sigmoid. Bon, alors là on a décrit notre modèle, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le modèle le plus simple des réseaux convolutifs. S'il n'y a qu'un modèle à retenir, c'est celui-là, mais il est efficace. Il faut savoir que les autres modèles, en tout cas les modèles qui traitent de l'image, sont en général des variantes de ce modèle, des fois des variantes complexes, beaucoup plus complexes, mais ça reste des variantes. Les traitements de convolution sont toujours les mêmes. Donc là on a vu la partie la plus difficile, donc il faut accepter un peu cette architecture. Il n'y a pas de formule qui nous dise pour un objet donné il faut mettre tant de couches ou tant de cartes de caractéristiques. Il faut faire des essais, tout ça est un peu empirique, mais vous allez voir, ça vient assez vite, on se fait une expérience assez rapidement. Donc maintenant qu'on a fait la partie la plus difficile, d'écrire le modèle, vous allez voir que maintenant pour l'entraîner, c'est très simple avec Keras. Voilà le programme d'entraînement, donc on va voir qu'il est très simple. Donc ce qu'il va nous falloir déjà, ce sont des images que je vais appeler positives. Les images positives sont les images qui vont contenir l'objet que je souhaite faire détecter, et les images négatives, donc des images sur lesquelles il n'y aura pas l'objet que je veux faire détecter. Ces images, je les ai rangées dans deux répertoires. Alors il y a un fichier config.py, voilà, qui contient ici le nom des deux répertoires. Bon, image négative, image positive. Je reviens à mon fichier d'entraînement. Voilà, donc je vais faire appel à ces fonctions ici, complete dataset, qui va compléter donc image et label, parce qu'il faut que j'ai pour l'apprentissage deux grands tableaux. Un donc qui va contenir mes images et un qui va contenir mes labels. En fait, ce que j'appelle un label, c'est la bonne réponse. C'est la réponse que j'attends du réseau de neurones. Donc je vais avoir ces deux tableaux. À côté de chaque image, quand je dis à côté, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que sur l'image 0 qui sera contenue dans ce tableau, il faudra qu'ici, au label 0, à l'index 0, j'ai 1 ou 0 pour dire il y a l'objet, il n'y a pas l'objet. Idem pour la deuxième image. Donc la deuxième image ici, s'il n'y a pas l'objet, il faudra qu'ici, le deuxième label, il y ait un 0. Si la troisième image, il y a l'objet, sur la troisième image, il y a l'objet, il faudra qu'ici, il y ait un 1, etc., etc. Voilà, donc dans label, il n'y aura que des 0 et des 1. L'objet est présent ou n'est pas présent. Et dans mon tableau d'images, il y aura tout simplement les images. Voilà, donc pour remplir ces deux tableaux, j'ai fait une petite fonction qui va un peu multiplier le nombre d'images, parce qu'il est important d'avoir beaucoup d'images sur l'apprentissage. Donc qu'est-ce que je fais dans cette fonction? Donc je vais tout simplement parcourir le répertoire que je donne ici en paramètres. Je vais regarder tous les fichiers PNG qui sont dans mon répertoire positif et négatif. Je vais lire l'image, je vais la redimensionner. Alors ici j'ai pris config.size, j'ai mis comme valeur 100, donc ça sera des images 100. Et je vais ajouter ça à mon tableau d'images. Et dans label, donc, je vais ajouter la valeur que je donne ici lorsque j'appelle ma fonction. Donc ici sur les images positives, j'ai dit que je mettais un 1. Je mettrai sur les images négatives, bien sûr, un 0. Donc je complète ici mes deux tableaux. Et ce que je vais faire pour avoir une base de données un peu plus grande, je vais utiliser la fonction flip. Alors si vous vous rappelez bien, c'est une fonction que j'ai déjà utilisée. Ici flip avec 1 ou avec 0, c'est une fonction qui permet de faire des symétries horizontales ou verticales. Voilà, donc là je vais faire des flips horizontaux, verticaux pour avoir un petit peu plus d'images dans ma base de données. Bien, maintenant que j'ai ma base de données d'apprentissage, j'ai presque fini. Il va falloir ce tableau d'images. Alors, bon, là je le transforme en tableau de flottant, et on va diviser les nombres par 255 parce qu'il est important
en entrée de réseau de neurones de normaliser. Ce qu'on appelle normaliser ici, c'est mettre les valeurs entre 0 et 1. Et comme j'ai des valeurs de couleurs qui sont entre 0 et 255, je divise par 255 pour donc me retrouver avec ces valeurs entre 0 et 1. Donc j'ai mes deux tableaux qui sont là. Ici, je fais juste un mélange de mes tableaux. Alors ça aussi, c'est une chose qui est importante. Quand on fait un apprentissage, il faut éviter de donner à l'algorithme d'apprentissage toutes les photos positives et ensuite toutes les photos négatives. Il vaut mieux faire un mélange des images et de lui donner un peu de tout. Donc là, c'est ce que je fais sur ces 3 lignes. Ici, je tire aléatoirement une permutation du paramètre que je donne là. Donc len tab image, c'est le nombre d'images. Je lui donne ici, alors je ne sais plus combien il y a d'images, mais peu importe le nombre, on va dire qu'il y en a 1000. Donc là, ça va prendre tous les nombres entre 0 et 999 et ça va me faire un petit mélange de tout ça. Et quand je vais donner ça en index à mes tableaux, ça va permettre de les mélanger. Et ça va bien sûr, comme je donne le même index à image et à label, ça va les mélanger de la même façon. Parce qu'il ne faut pas que je mélange indépendamment image et label, puisqu'il faut qu'en face de chaque image, il y ait le bon label. Donc il faut impérativement que ce mélange soit exactement le même. C'est pour ça qu'ici, je mets dans index ce mélange d'index. Hein. Voilà, ça c'est important. Bien, il me reste plus que quelques lignes à écrire. Donc là, je vais créer mon modèle. Donc là, je fais appel à la fonction que j'ai écrite tout à l'heure. Donc le modèle qui est ici, hein, où j'ai toutes mes couches à suivre. Et je vais faire appel à 3 fonctions qui sont les suivantes. La première, c'est compile. Alors compile, c'est une fonction qui va préparer le modèle. Et il va falloir que je lui donne au moins ces 3 options. La première, optimiseur égale Adam, c'est le nom de l'algorithme d'apprentissage. Alors, on a toujours, la plupart du temps, du moins dans TensorFlow, ce sont des algorithmes qui sont ou quasiment tous des variantes de la descente de gradient, c'est le cas ici. Donc ça, c'est la variante de cet algorithme qui est, on va dire, la plus efficace, enfin que moi je trouve la plus efficace. Donc utiliser cet optimiseur, il marche très très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de perte. Le résultat de cette fonction va permettre à cet optimiseur de régler le réseau de neurones pour que la fois suivante, il donne de meilleurs résultats. Et comme ici, on a un réseau qui est dit binaire, donc il nous donne en sortie, donc il n'a qu'une sortie en fait entre 0 et 1, il faut impérativement lui donner cette fonction, elle marche très très bien. Et enfin, on a un troisième paramètre, accuracy. Là, ce que je vais demander à Keras, c'est de faire des mesures régulièrement lors de l'apprentissage qui me disent où on en est quant à la précision du réseau de neurones. Donc, on va le voir tout à l'heure, au fil des cycles d'apprentissage, parce qu'on va en faire plusieurs, je vais en faire une trentaine. À chaque cycle d'apprentissage, Keras va aller mesurer et va me dire quel est le pourcentage de bonnes réponses à la fin du cycle. Donc normalement, c'est un chiffre que l'on devrait voir augmenter. On n'a plus qu'à lancer l'apprentissage. Donc ça se fait avec fit. Donc à fit, qu'est-ce qu'on lui donne? Eh bien, on va lui donner notre tableau d'image, bien sûr, avec le tableau de label, le tableau des bonnes réponses. Ici, on va demander, alors ça c'est quelque chose qui est important, quand on va faire des mesures ici, on va faire des mesures sur la base d'apprentissage elle-même. Mais ce qui est important, c'est pas que le réseau soit bon sur les exemples que je lui donne, les exemples qu'il donc connaîtra après l'apprentissage, c'est que le réseau soit bon sur des exemples qu'il n'a jamais vus. Donc là, ce que l'on fait en mettant ce paramètre, et je vous conseille de le laisser, il n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le laisser. Là, on va extraire 5% de la base. En général, on extrait 5% ou 10%. Donc, j'aurais pu mettre 0,1. Là, je vais extraire 5%. Et lorsqu'on va faire des tests de performance, les tests de performance vont être faits sur ces 5% qui sont complètement à part. Donc, l'entraînement va se faire avec 95% de la base que je vais lui donner. Et les 5% seront utilisés pour savoir où en est le réseau sur des exemples qu'il n'a jamais vus. Donc voilà à quoi sert ce paramètre. Et il n'est pas obligatoire, mais je vous conseille vivement de le laisser. Ce paramètre est un paramètre purement technique. Donc celui-là, je ne vais pas en parler ici. Faites-moi confiance avec 64, c'est très bien.
Et enfin, époque, c'est le nombre de cycles d'apprentissage. Là, je vais faire 30 cycles d'apprentissage. Une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'à enregistrer le résultat de l'apprentissage et du coup, on pourra utiliser ce réseau de neurones. Bien, alors j'ai un modèle qui est le modèle plus ou moins le plus standard et le plus simple à implémenter. J'ai des fonctions Keras qui me permettent de faire très facilement un apprentissage. Donc on a vu, il faut des images, il faut les bonnes réponses, ce que j'ai appelé les labels. Une fois qu'on a ça, Keras va savoir se débrouiller. Il ne me manque plus qu'une chose, ce sont des images. Et pour ça, je vous propose pour créer votre base d'apprentissage deux petits programmes. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ces deux programmes. Ce sont deux programmes que je vous mets à disposition. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je voudrais rester concentré sur la partie réseau de neurones. Et en plus, ce que l'on va voir ici, ce sont des fonctions que j'utilise très souvent dans mes tutoriels sur OpenCV. Mais rapidement, il y a un premier programme qui s'appelle enregistrement.py. Il va vous permettre d'enregistrer dans un fichier toutes les 10 images. Il va vous permettre de prendre une photo et donc avec ça vous pourrez créer très facilement des images positives et des images négatives. Je vous montre comment ça marche. Donc voilà pour ce qui est du premier programme. Donc là je vois l'enregistrement. En appuyant sur E, ça enregistre. Hop. Voilà, ici on voit un point rouge et on voit les images ici qui s'enregistrent au fur et à mesure. Donc là, ça permet d'enregistrer des images dans le répertoire qui est ici. Ici, je les enregistre dans images positives. Quand vous voulez arrêter d'enregistrer, il suffit de rappuyer sur E et d'appuyer sur Q pour quitter. Si vous voulez changer de répertoire, ici j'ai mis dire positif. Donc là, c'est pour les images positives. Si vous voulez enregistrer des images négatives, il suffira juste d'enlever le dièse. C'est un programme que j'ai fait un peu rapidement, juste pour générer une première base de données. Voilà, donc il suffira juste de faire ça lorsque vous voudrez enregistrer des images négatives. Sinon, vous avez un deuxième programme qui s'appelle Photo, que je vous laisserai aussi, qui est plus simple et celui-ci marche de la façon suivante. Voilà l'autre programme. Donc là, vous pouvez appuyer sur P, comme c'est écrit en haut, pour les photos positives ou N pour les photos négatives. Donc si je prends mon objet, c'est l'objet que je vais vouloir détecter tout à l'heure. Donc ici, j'ai l'objet, je peux appuyer sur P. Et on voit que ça enregistre une image dans image positive. Et lorsqu'il n'y a pas l'image, lorsqu'il n'y a pas l'objet sur l'image, j'appuierai sur N. Et voilà, ça créera une image dans le bon répertoire. Donc avec ces deux programmes, enregistrement et photo, vous allez pouvoir générer facilement votre base d'apprentissage. J'ai enregistré des images et j'ai lancé l'apprentissage. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on voit époque, donc c'est le cycle d'apprentissage. J'ai dit que j'en faisais 30, donc là on voit 1 sur 30. 2 sur 30, 3 sur 30, etc. etc. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit le temps. Ici, alors on voit le temps par exemple d'apprentissage. On s'en fiche un peu. Ça, c'est le résultat de la fonction de calcul de perte. On va mettre ça de côté. Et ici, accuracy. Donc tout à l'heure, j'ai dit que dans ma fonction... alors, c'est où? C'est ici. Non, c'est pas ici du tout. C'est dans train. Ici, j'ai mis métrique égale accuracy. Ce qui veut dire que ici, Keras nous a fait quelques mesures et là on voit que dès le premier cycle, sur la base d'apprentissage, pas sur des images qu'on n'a pas utilisées pour la base d'apprentissage, donc sur les 95%, puisque j'ai dit qu'ici j'ai isolé 5% de la base d'apprentissage, sur les 95% utilisés pour l'apprentissage, j'ai un taux de réussite de 80% après un cycle d'apprentissage. Et ici, on a val loss et val accuracy. Donc ça, c'est pour les 5% qui sont mis à part. C'est la base de validation, base de test. On n'a que une image sur 2 qui est bonne. Donc là, on est proche du hasard. Quand on a 1 sur 2 alors qu'on doit répondre 0 ou 1, on est juste au niveau du hasard. Donc on laisse se faire les cycles et on voit que même si... Ici, on arrive assez rapidement à 100% de résultats. On voit que sur la base d'apprentissage, par contre, sur la base de test, par contre, ça met un peu plus de temps avant que l'on ait des résultats qui soient bons. Et au bout de 30 cycles, sur ces 5% d'images qui ont été mis à côté,
j'arrive sur un taux de réussite de 99%. Donc c'est pas mal du tout. On n'a plus qu'à regarder le programme d'inférence. Donc ce qu'on appelle le programme d'inférence, faire une inférence, c'est interroger le réseau de neurones en lui donnant une image. Donc on va faire un load de notre modèle. Tout à l'heure dans Train, à la fin, on a enregistré le modèle. On l'a enregistré après avoir fait cet apprentissage. Donc ici, hop, on fait un load. Une fois qu'on a fait ce load, donc je vais lire l'entrée de ma webcam. Je vais faire un resize pour donner une image qui est à la taille qui correspond à la taille de l'entrée du réseau de neurones. J'ai dit que je prenais des images 100 sur 100. Et bien sûr, je n'oublie pas de normaliser. On ne normalise pas que pour l'apprentissage, on normalise aussi pour l'inférence. Donc ici aussi, je divise par 255. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Prediction égale, et on va lui donner donc notre image. Alors, il faut que ça soit un tableau en float 32. Normalisé, on va faire appel à la fonction predict. On lui donne tout simplement notre image ici. Et on va avoir un résultat. Alors on peut, ici on voit que je mets ça dans un tableau parce qu'en fait quand on fait appel à la fonction predict, on peut donner carrément un lot d'images. On peut lui donner 100 images d'un coup et on récupère du coup les 100 prédictions. Donc voilà pourquoi il faut mettre ça dans un tableau. En fait c'est plus qu'une image, c'est un tableau d'images qu'on lui donne. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais juste afficher une sorte de curseur, je vais vous montrer ça dans un instant, qui sera dessiné par un rectangle. Quand le rectangle sera complètement à gauche, l'objet n'est pas présent. Quand il sera complètement à droite, il sera présent. On va regarder, ça sera plus parlant en image. Voilà, alors j'ai lancé mon programme d'inférence. Alors, on va voir en fait le détecteur, on va s'afficher ici. Je vais prendre mon objet et voilà, on voit que quand je mets l'objet devant, ici on est à fond, on est à 1. Donc complètement à gauche, le réseau de neurones renvoie 0, complètement à droite, il renvoie 1. Alors, je vais faire tourner l'objet lentement. Voilà, il le détecte vraiment bien. Je vais le poser ici. J'ai enregistré pas mal d'images. Voilà, on voit que là, il a un petit peu de mal parce que l'objet est aux 3/4 caché. Donc là, on voit en temps réel la sortie du réseau de neurones. Voilà, là on repasse à fond et quand on fait disparaître l'objet, ça dépasse. Donc là, j'ai réussi à faire un détecteur avec avec un chargeur, avec ce réseau de neurones qui est vraiment tout simple. Quelques remarques importantes pour faire votre dataset, c'est-à-dire pour votre base de données d'apprentissage. La première est qu'il faut un nombre d'images relativement élevé. Là, j'ai fait un apprentissage avec environ 300 images. 300 images positives et 300 images négatives. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il faudra avoir une quantité d'images beaucoup plus grande. Bien sûr, il ne faut pas que ces images soient une copie. Il ne faut pas qu'elles se ressemblent trop. Il faut que ce soit des images très 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 différentes. Donc là, quand je l'ai fait, j'ai utilisé mon programme enregistrement. Le problème est que je suis resté toujours à peu près au même endroit, je suis resté ici, donc j'ai toujours le même fond, c'est toujours la même personne dans cette base de données d'apprentissage. Donc là, elle n'est pas géniale, les images se ressemblent trop, il faut vraiment avoir des images très 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 différentes. Il faut faire ensuite attention à une chose, lorsque j'ai enregistré des images positives, donc avec ce chargeur que j'utilise à chaque fois dans mes démos. J'ai pris le chargeur et donc je l'ai fait tourner devant la caméra pour que le réseau de neurones ensuite puisse le voir un peu sous tous les angles. Mon objectif donc est de faire comprendre et de faire en sorte que le réseau de neurones se déclenche lorsqu'il y a ce chargeur. Le problème est que sur la première vidéo que j'ai faite, sur la première base d'entraînement que j'ai utilisée, ce chargeur, je le tenais à chaque fois à la main. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau de neurones va chercher les plus grandes différences entre les images positives et les images négatives. Et en fait, au lieu de se concentrer sur mon chargeur, ce que je voulais, il s'est concentré sur mes mains qui tenaient le chargeur, parce que c'était la différence principale entre les images positives et négatives. Ce qui fait que quand j'ai utilisé le programme d'inférence, lorsque je faisais juste ça sans l'objet à la main, comme j'avais enregistré quelques images ici, et que lui avait vu comme différence entre les deux jeux d'images
la main plus le chargeur, il pensait que c'était ça la différence principale. Et donc quand il n'y avait que la main, pour lui, il y avait déjà une partie de ce que je recherchais. Sauf que cette main, en fait, moi, ne fait pas partie de cet objet. Donc il a fallu que j'enregistre d'autres vidéos en faisant un peu la chasse à ces faux positifs. Donc déjà, comme je sais que le réseau s'est concentré sur main qui tient l'objet, j'ai déjà pris des photos de l'objet sans les mains, en le mettant sur différents meubles et en allant prendre des photos. Et ensuite, les mouvements que j'avais fait pour présenter l'objet devant la caméra, je les ai refaits sans l'objet. Et du coup, le réseau de neurones a donné la fois suivante des résultats qui sont bien meilleurs. Donc il faut faire attention à ça. Le réseau va avoir tendance à chercher la plus grande différence des plus gros objets entre des images positives et négatives. Et ça, il est important de le comprendre pour faire la chasse aux faux positifs. Ceci dit, même si on n'a pas forcément compris quel était le problème, dès que vous voyez un faux positif, enregistrez des images et vous refaites quelques cycles d'apprentissage. Voilà, donc vous l'avez compris, un bon jeu d'entraînement, et le jeu d'entraînement est aussi important que l'algorithme d'apprentissage, qui est aussi important que l'architecture du réseau de neurones. Il ne faut pas le négliger. Il faut que les images soient très différentes, qu'il y en ait un maximum et qu'elles soient vraiment que ces images soient le plus diverses possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous donner envie de vous lancer dans cette grande aventure des réseaux de neurones. J'espère que je vais réussir à vous mettre le pied à l'étrier avec Keras. Alors vous pouvez commencer avec cette librairie qui est vraiment pratique. J'en ferai d'autres, on verra d'autres options, il y a d'autres choses très sympathiques à voir. Et puis plus tard, si vous voulez aller plus loin, eh bien regardez les vidéos sur TensorFlow. Là je rentre dans le détail mathématique et on va un petit peu plus loin et vous pourrez faire encore plus de choses. Comme d'habitude, je vous laisse tout le code à disposition. L'adresse de mon GitHub est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions. J'y répondrai dès que le temps me le permet. Et en attendant, je vous dis à bientôt.